ces petites structures arrivaient à s'approprier les mesures d'aide qui étaient développées. Et effectivement, ça a montré quelques problématiques pour les petites structures à dégager du temps et de la ressource interne pour aller chercher les dispositifs qui pouvaient leur bénéficier. Donc, il y a un taux de non-recours aujourd'hui assez important dans le monde de l'ESS sur les dispositifs qui ont été créés. Parce que mal connu et difficile, effectivement, à aller chercher pour les petites structures notamment. Et puis la multiplication des guichets ces derniers temps n'a pas forcément toujours facilité la tâche des associations, malgré toutes les bonnes intentions qui se trouvent derrière. Est-ce qu'on démarre, Stéphanie? C'est vous qui me dites. C'est 2 minutes. Les 33. Je commence le partage d'écran, si ça vous va. Oui. Je ne sais pas s'il est visible, du coup. Oui, a priori. Tu veux qu'on démarre, Amélie? Oui, je pense qu'on va commencer doucement. Donc, on va commencer cette présentation. Je te laisse tout de suite la parole. Ouais, super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie Goujon, je suis directrice de French Impact et je suis venue avec Catfish Tomei qui est notre responsable des relations institutionnelles et qui va c'est beaucoup lui qui a tenu le crayon, donc c'est lui qui va parler. Alors, tout d'abord, je vous prie de m'excuser, j'ai eu un refroidissement, donc j'ai la voix qui flanche un peu et je ne voudrais pas que ça obère tout l'enthousiasme que j'avais en tout cas à l'idée de cette présentation et cette rencontre. Et je remercie très chaleureusement Clotilde Frotin-Brunet et Amélie Guestelin de nous avoir proposé de vous présenter notre programme. Alors, je vais moi démarrer 4-5 minutes pour dire un peu ce que fait French Impact et resituer par rapport à l'économie sociale et solidaire, qui est notre périmètre, qui est notre champ d'action. Donc French Impact, en fait, c'est une initiative qui est née d'une volonté gouvernementale qui s'est ensuite structurée en association et qui vise en fait à promouvoir l'économie sociale et solidaire dans notre pays et qui part du principe qu'il y a énormément de solutions qui existent sur les territoires à tout un champ d'enjeux, et je vais vous en donner quelques exemples. Ces solutions, elles méritent de grandir, voire d'inspirer les politiques publiques. Donc, il y a vraiment l'idée de pouvoir accélérer les projets et d'inspirer, de faire des passerelles de l'innovation sociale à l'innovation publique. Si je reviens un tout petit peu sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, elle a un poids, elle a une histoire, elle a des valeurs, elle a une définition juridique aussi depuis de 2014 notamment, et la loi communément dite loi Benoît Hamon, à l'époque ministre de l'économie sociale et solidaire, mais il était délégué à Bercy. Donc son poids, c'est 10% du PIB, donc c'est loin d'être négligeable, c'est 2,4 millions de salariés. De mémoire, alors j'ai pas eu le temps de réviser mes chiffres, mais je crois qu'il y a 200 000 entreprises. Donc quand on dit entreprise au sens d'organisation, son histoire, elle est riche. Ça a commencé au 19e siècle avec les mutuelles notamment, et puis il y a eu les coopératives, et puis voilà, et puis on connaît la loi Chapelier sur l'association. Enfin voilà, il y a toute une histoire très très dense sur une sorte de solidarité sur cette économie sociale et solidaire. Donc des valeurs effectivement qui consistent à se dire que le profit n'est pas la seule finalité en fait d'une organisation et que il peut y avoir une économie qui soit à la fois performante économiquement, pérenne, mais qui défende aussi l'environnement et qui institue un respect de l'humain. Donc pour vous dire que l'économie sociale et solidaire, elle est dans des champs très très vastes. Qu'on ne soupçonne pas toujours. Donc, c'est une économie qui est quand même d'une grande vitalité, d'une grande modernité. Il y a beaucoup d'innovation et d'une grande humanité, bien sûr. Donc, par exemple, on va vous citer quelques initiatives sur l'autonomie. Il y a une structure qu'on soutient au French Impact qui s'appelle Envie d'autonomie, qui est dans le Maine-et-Loire, et qui est vraiment un très bel exemple de ce qu'on appelle, nous, la triple performance, la performance économique, sociale, environnementale, puisqu'en fait, il recycle du matériel médical pour les personnes handicapées avec un chantier d'insertion.
Donc, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, retaper, rénover un fauteuil roulant avec des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Donc, c'est à la fois plus économique, plus social et plus soucieux de l'écologie. Voilà, donc c'est un bon exemple d'autonomie. À Strasbourg, on peut penser aussi à Ciel Bleu, qui est un groupe associatif qui est également des fondations et qui en fait promeut de l'activité physique adaptée, notamment dans les EHPAD. Et il a été démontré, il y a une enquête très sérieuse qui avait été faite il y a quelques années, que justement ça permet d'utiliser le sport comme un véritable outil de santé publique et un levier pour la prévention, pardon. Ça permet d'éviter les chutes. Donc, in fine, ça fait faire des économies aux collectivités. Voilà, je crois qu'ils avaient montré que ça permettait d'économiser entre 400 et 700 millions d'euros par an de coûts d'hospitalisation, de pratiquer comme ça cette activité physique adaptée en EHPAD. On peut citer GRAP aussi, un autre exemple, une coopérative dans la région lyonnaise sur les circuits courts alimentaires. Vous savez que c'est un grand sujet qui a beaucoup émergé aussi suite à la crise Covid, la crise sanitaire. Et d'ailleurs, je pense que cette crise a aussi permis de montrer la capacité de résilience de cette économie sociale et solidaire. En fait, GRAP, il mutualise tout un tas de services qui sont nécessaires quand un agriculteur veut se lancer en circuit court. L'agriculteur, il ne sait pas forcément faire la compta, commercialiser, distribuer, faire la logistique. Donc voilà, c'est une coopérative qui permet de mutualiser, qui regroupe plein de métiers différents et qui permet comme ça de s'inscrire dans une filière de l'alimentation durable. Voilà, et puis je vais en citer peut-être un dernier, l'habitat des possibles du côté de Bordeaux, c'est sur de l'habitat inclusif qui mêle à la fois des retraités dans des bourgs plus ruraux avec des personnes qui sont actives, ou ECOV, sur de la mobilité douce, c'est des lignes de covoiturage ECOV, qui permettent en fait de desservir entre des zones peu denses et des métropolitaines. Voilà, c'était vraiment, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça pour le SS, mais c'était pour ceux qui peut-être connaissent moins et ont envie d'en savoir plus, pour montrer qu'il y a une très grande vitalité du secteur. Nous, French Impact, bien sûr, on est avant tout sur la définition de l'ESS, à part les statuts juridiques de l'ESS tels qu'ils ont été définis par la loi Hamon, je le rappelais. Donc, c'est les fondations, les mutuelles, les associations et également les entreprises dites avec agrément ESUS, qui vont en fait se caractériser par 3 grands principes. Et un premier principe, c'est qu'il faut qu'il y ait une utilité sociale et environnementale. Pour nous, les deux sont liés. Donc là, c'est French Impact qui la rajoute, mais pour nous, les deux sont vraiment très, très liés. Donc, 1, utilité sociale et environnementale. 2, pas de lucrativité ou lucrativité limitée, c'est-à-dire que les bénéfices vont être reversés investis dans l'organisation pour la développer. Et le 3e grand principe, c'est une gouvernance un peu plus participative. Donc, bien sûr, vous connaissez les coopératives, un homme, une voix, mais tout le monde n'est pas en coopérative et en tout cas, à chaque fois, dans les structures de l'ESS, c'est cette volonté d'associer des parties prenantes. Donc ça, c'est voilà. Nous, on travaille bien sûr majoritairement avec des projets donc, qui sont statutairement ESS, mais ce qu'on promeut aussi au French Impact, c'est la coopération et c'est le fait d'infuser auprès d'un plus grand nombre de structures toutes ces valeurs. Et on travaille aussi, c'est pour ça qu'on s'appelle Impact, sur ce qu'on appelle l'économie à impact, c'est-à-dire des structures qui sont pareil, ont une utilité, ont une finalité sociale, environnementale, mais ne sont pas forcément tout de suite statutairement ESS, mais qui pourraient le devenir. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on est dans cette volonté, nous en tout cas, d'ouverture et de ce qu'on appelle l'ESS sans rivage. C'est une très belle expression, je me souviens jamais de qui elle est, mais je crois qu'il y a plein d'auteurs qui le revendiquent. Voilà, dans cette idée de dire que de même qu'on veut faire des passerelles de l'innovation sociale à l'innovation publique, on va faire des passerelles de l'économie sociale et solidaire vers l'économie conventionnelle parce qu'on croit, et c'est pas plus aux ours, on croit à cette idée de coopération, on croit à cette idée de combiner, de conjuguer les forces par rapport aux grands défis de notre temps. Voilà, donc French Impact, lancé il y a 2 ans, qui donc vise à faire grandir cette économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, parce qu'effectivement, elle n'est pas assez visible, elle n'est pas assez lisible, elle n'est pas assez financée. Et donc, avec une théorie d'action qui est créée qui est un ancrage fort dans les territoires, très fort, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous et qu'on est vraiment content de vous rencontrer aujourd'hui. Et aussi, donc cette idée de créer des liens avec les décideurs publics, avec les administrations. Je pense que là, après, Cathy, je ne sais pas si après, il y a le chart qui est plus sur voilà, si on peut passer Voilà, on était jeté sur l'ancrage territorial. Voilà, donc nous avons notre ancrage territorial, il se résume avec 27, il semble dans 27 collectifs
qui ont été labellisés partout en France. On déborde un peu des 27 collectifs, honnêtement, aujourd'hui, mais c'est vrai que là, c'est les territoires qui ont été labellisés officiellement French Impact, et ça correspond à peu près à 500 projets qui bénéficient de notre accompagnement. Notre accompagnement étant de faciliter notamment les liens avec l'administration, c'est l'objet de ce qu'on va se dire aujourd'hui, mais aussi de faciliter l'accès au financement et de pouvoir aussi de l'interterritorial. Voilà, ça c'est très important. On fait beaucoup de choses entre les territoires. On pense que ça crée de la cohésion. Par exemple, hier, on était à une réunion qui s'appelle Impact Finance pour faire découvrir des projets de territoire à des financeurs en Occitanie. En Occitanie, on a 4 collectifs différents, de 4 niveaux différents. Eh bien, ils vont travailler ensemble, ils ont coopéré, et ça, on sait à quel point c'est précieux. Et justement, French Impact peut être un des leviers pour que les territoires coopèrent. Donc après, maintenant, je vais vite laisser la parole à Catfish. Donc, on est là pour vous présenter notre programme d'innovateur public qui s'appelle Hacker Public, qui s'inscrit pleinement en fait dans tout ce qui est la volonté de transformer, d'accompagner la transformation de la fonction publique. Et du coup, là, tu peux passer au chart, Catfish. Je pense que je vais te donner rapidement la parole, avec cette idée que vous avez beaucoup entendue, que ce soit au niveau de la ministre Amélie de Montchalin, avec qui on est en relation, mais aussi c'est-à-dire en rapport qui a pu y avoir, qu'on peut être émis, avec cette idée de pouvoir créer plus de passerelles vers des initiatives de terrain. Et donc ça, nous, c'est ce qu'on sait faire très concrètement. C'est-à-dire qu'on sort un peu de l'incantatoire et nous, on propose des programmes, des choses qui sont utiles et qui sont pour le bien commun. Voilà, donc je pense que j'en ai fini pour l'introduction sur l'ESS et sur French Impact. Et en tout cas, on est ici, si c'est souhaité, à un moment peut-être un petit peu plus souple, où on ne sera plus en pseudo-confinement, etc., mais à revenir aussi, vous parler plus amplement de l'économie sociale et solidaire si ça vous intéresse. Voilà, Catfish, je te laisse la parole peut-être. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, le programme Hacker Public répond effectivement à cette ambition qu'on peut aujourd'hui lier l'économie sociale et solidaire et son utilité sociale environnementale aux agents publics, qu'on espère être des innovateurs publics, qui eux portent l'intérêt général. Et entre utilité sociale et intérêt général, il y a, on le sent, une forte porosité. Et en même temps, on sait que ce n'est pas toujours facile de travailler en dehors de son silo, qu'il s'agisse du silo et de l'univers des entrepreneurs sociaux ou de l'univers de la fonction publique. Et donc, on a créé le programme Hacker Public avant tout, au début, pour créer un espace de rencontre, d'échange entre des porteurs de projets qui rencontraient à la fois des problématiques, des freins, et qui avaient envie de comprendre mieux l'administration pour pouvoir déployer leurs projets, et des fonctionnaires qui partageaient les mêmes enjeux, mais qui n'avaient pas forcément accès à ce terrain de porteurs de projets. Donc, on a créé le programme Hacker Public pour décloisonner ces mondes, pour inspirer les services publics en se disant que l'innovation sociale peut devenir une innovation publique si elle est bien saisie, pour fluidifier les relations et éventuellement lever des freins réglementaires qui peuvent bloquer le déploiement d'un projet. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir un partenariat qui soit gagnant pour tout le monde. Donc voilà, pour les fonctionnaires, l'idée, c'est de faciliter une acculturation aux enjeux de l'innovation sociale. Quand les agents publics qu'on accompagne vont à la rencontre des porteurs de projets, ils nous racontent que ça leur permet de rencontrer la culture entrepreneuriale qu'ils n'ont pas forcément rencontrée dans leur parcours, et de se connecter au terrain. Alors voilà, historiquement, on était plutôt en lien avec des administrations issues de l'ENA, issues des grands corps centraux. On sait qu'à la TF, vous êtes certainement plus connecté au terrain. Néanmoins, c'est jamais facile de percer des murailles qui ont été fixées entre le privé et le public. Et nous, on est là pour ça, pour aider cette connexion au terrain et permettre aux agents publics de s'enrichir à travers une expérience qui est de l'ordre du bénévolat de compétences. Et puis, bien entendu, voilà, pour les acteurs de l'ESS dont Stéphanie a parlé,
Ça permet vraiment pour eux de rencontrer, de mieux comprendre les règles, de mieux comprendre le fonctionnement des administrations et d'arriver à y faire vivre leurs propositions et la richesse de leurs projets en matière d'utilité sociale et d'intérêt général. Ça leur permet voilà, parfois de changer d'échelle, de débloquer une activité qu'ils n'arrivaient pas à monter. Donc, voilà, dans le temps actuel, l'ambition du programme Comporte, c'est vraiment de contribuer à l'enrichissement des carrières publiques. C'est pour ça qu'on vient vous voir aujourd'hui. C'est-à-dire que l'actualité de la réforme de la fonction publique, de notre point de vue, elle est l'opportunité de renouveler les parcours et les pratiques, c'est-à-dire, voilà, comme on l'a dit, développer des passerelles nouvelles entre le monde de l'innovation sociale et celui des administrations et associations de fonctionnaires. Donc, vous pouvez voir en dessous les logos des diverses organisations, qu'il s'agisse du secrétariat général au gouvernement, du CGDD, mission cadre dirigeant, donc côté public, et puis des associations de fonctionnaires, ENA3C, Internéna, avec lesquelles on travaille. L'idée, voilà, c'est de créer une connexion avec ce monde-là, et on espère que vous le rejoindrez très bientôt, et le monde de l'ESS. C'est aussi voilà, de contribuer au renouvellement des modes de détection, de recrutement, de formation, d'accompagnement des agents publics. On a envie de pouvoir partager la richesse du monde de l'ESS avec ceux qui portent l'intérêt général en venant voilà, rejoindre des programmes de formation, participer à des moments d'inspiration et ouvrir de nouveaux champs d'expérience aux membres de la fonction publique et qui souhaitent enrichir leur parcours. Et on pense que c'est autour de problèmes communs, Stéphanie en a cité, on peut réunir une diversité de profils, une diversité de vécus socioprofessionnels pour mieux répondre à ces sujets en intelligence collective. Voilà, on a quelques témoignages à la fois à gauche d'agents publics qui ont participé au programme et puis à droite voilà, de porteurs de projets. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de vous parler voilà, d'exemples concrets de réalisations qu'on a portées dans le programme À cœur public, qui s'est réalisé grâce à des innovateurs publics. Donc, l'exemple de l'association Toi à moi, qui aide des personnes sans abri à changer de vie, et notamment en leur offrant un logement. On sait que le logement, c'est le fondement nécessaire pour redémarrer dans la vie. Et donc, l'association Toi à moi, pour se développer, pour continuer son essaimage, avait besoin de changer de statut et d'acquérir la reconnaissance d'utilité publique. Et ce n'était pas forcément un sujet pour lequel ils avaient des compétences en interne pour aller dans ce sens-là. Et donc, ils ont été mis en binôme avec Christophe Coudroy, qui est directeur général délégué et donc aux ressources du CNRS, et qu'on avait pu rencontrer dans le cadre du CIM. Et donc, il avait aidé l'association Toi à moi à rédiger ses statuts et l'avait accompagné sur des sujets aussi divers que le management à distance. Et donc ça, c'est vraiment le type d'accompagnement qu'on souhaite développer. Et ça a permis également voilà, à Christophe Coudroy, lui, de s'inspirer et de capter une réalité de terrain qui n'était pas forcément présente dans son quotidien direct. Un autre exemple là, plutôt sur un frein réglementaire levé, ça c'est un autre aspect qu'on travaille. Envie Autonomie, dont parlait Stéphanie tout à l'heure, avait un problème, c'était que les sièges, les fauteuils roulants qu'elle rénovait n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. Et donc, ça bloquait le développement voilà, d'une filière d'économie sociale et solidaire qui permet à la fois d'aider des personnes à se réinsérer par l'activité économique et puis à du matériel qui serait sinon transformé en déchets, d'être recyclé et de trouver une seconde vie. Et la sécurité sociale ne remboursait pas. Et donc, grâce à un travail avec Cécile Tagliana, que vous avez pu voir parmi nos témoins sur une slide précédente, on a réussi à faire entrer au PLFSS, je crois que c'était 2019, le remboursement de ces sièges et leur homologation du point de vue de la sécurité sociale, ce qui aujourd'hui permet à Envie Autonomie de déployer cet impact social et écologique extrêmement positif. Voilà, et on a des structures qui sont sur des domaines très différents. Marie-Caroline qui est présente et qui nous accompagne, qui porte aussi au quotidien avec moi le programme à cœur public, voilà, a fait une petite extraction de sujets que vous pourriez retrouver si vous souhaitiez venir rencontrer des structures. On a autant Alpes Consigne voilà, qui travaille sur l'économie circulaire et le réemploi des contenants en verre, que Emmaüs Connect qui aide à lutter contre la fracture numérique, notamment des personnes
les plus précaires. Active Action qui aide les personnes qui connaissent une période de chômage, voilà, à se reconnecter, à refaire du réseau, à profiter de ce moment pour se former et créer du contact informel. Et puis voilà, on a Enuma aussi, par exemple, qui fait partie de la trentaine de structures aujourd'hui qui sont en attente de soutien, et qui est une structure de l'ESS qui répond aux enjeux de recrutement des professionnels de l'aide à la personne, en mettant en œuvre un parcours innovant d'insertion pour des personnes très éloignées de l'emploi. Et vous voyez, à chaque fois, il y a des besoins différents. Et nous, le travail qu'on fait, c'est de les aider à préciser leurs besoins et de les adresser sous la forme d'un catalogue qu'on réalise et qu'on met à jour régulièrement et qu'on transmet aux personnes, aux innovateurs publics qui souhaitent s'intéresser à ces structures et qui peuvent après voilà, nous contacter. Et nous, on organise un rendez-vous et à partir de là, la machine se met en route. Dernier point important aussi, voilà, il y a un volet projet, vous l'avez compris, d'acculturation. Après, le travail qu'on fait avec les innovateurs publics, il est beaucoup plus large et il y a des moments où l'actualité nous pousse à nous rapprocher d'elles et eux, et notamment par exemple sur l'appropriation du plan de relance. Donc, voilà, je vous donne l'exemple. Il y a eu 100 milliards d'euros qui ont été débloqués par le gouvernement pour relancer l'économie. Nous, chez French Impact, on a identifié 13 mesures qui pouvaient avoir un impact fort pour les structures de l'ESS et on s'en félicite. Voilà, on a identifié près de 13 milliards d'euros de mesures qui, sur différents sujets, pouvaient bénéficier à l'ESS, même si elles ne sont pas réservées à l'ESS. Et la question qu'on se pose à chaque fois en termes de politique publique, c'est comment les mesures prises ont une retombée effective sur le terrain et en plus en lien avec les dispositifs locaux, puisque les divers échelons de collectivités locales mènent des politiques de relance. Et bien entendu, c'est important que toutes ces politiques soient bien articulées. Donc, sur ce sujet-là, on travaille avec des personnes, des agents publics qui sont dans les territoires, qui nous donnent des renseignements, qui nous éclairent sur les dispositifs publics locaux. Et nous, ça nous permet derrière d'aller renseigner nos porteurs de projets, nos collectifs territoriaux, pour qu'ils se les approprient bien et de pouvoir faire le plus possible un retour, un échange entre acteurs publics et acteurs du terrain de l'ESS pour vraiment aider à améliorer la compréhension et même à la création, à l'amélioration des dispositifs. Bien entendu, pour nous, l'idée, c'est que cette reconstruction du plan de relance soit une vraie transformation. Je pense que là, pour le coup, cette politique publique peut vraiment aider l'innovation sociale à se déployer. Et voilà, en ce sens, on a voulu être le plus proche du terrain et on a développé des actions qui ont été d'un côté thématiques. Donc, on a fait par exemple une action avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation durable pour expliciter les mesures du plan de relance en matière de transition agroécologique auprès de nos participants et donc de nos bénéficiaires, pardon. Et donc, on a eu près de 150 participants lors d'un webinaire qui a permis voilà, de montrer très précisément, très techniquement en quoi consistaient les mesures qui avaient été prises et comment les entrepreneurs sociaux, les entreprises sociales et les têtes de réseau sur les différents territoires pouvaient se les approprier et derrière diffuser l'information. Ça, c'est pour la dimension thématique. Et puis, pour la dimension territoriale, on a lancé un dispositif, donc ESS Relance, qui est le nom de notre dispositif en lien avec la relance, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc en partenariat d'abord avec la CRESPACA et Aesio Mutuel. Et bien entendu, l'idée, ça a été de réunir très rapidement différentes collectivités locales autour du dispositif, donc la région PACA, bien entendu, région Sud, et puis diverses collectivités locales qui portent elles-mêmes des dispositifs de relance. Et aujourd'hui, ce type d'action où on réunit, on connecte les acteurs locaux et le champ de l'économie sociale et solidaire, on pense qu'il y a différents leviers qui pourraient permettre de le déployer, et notamment les fameux CRTE, contrats de relance et transition écologique, dont je suis sûr que vous êtes beaucoup plus experts que moi. Ils sont aujourd'hui des projets de territoire qui sont l'occasion de faire de la relance locale en lien avec des dispositifs de politique publique à différentes échelles. Et en ce sens, le travail avec vous et pour tout ce que j'ai dit précédemment nous semble extrêmement riche parce qu'on a besoin voilà, des administrateurs territoriaux et des fonctionnaires publics territoriaux pour arriver à bien articuler cette relance qui, si elle reste trop jacobine et trop hors sol, risque d'échouer dans les effets très positifs qu'elle pourrait avoir
pour l'économie sociale et solidaire et pour les différentes formes de transition que ça apporte. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une centaine de fonctionnaires qui ont rejoint le programme, qui sont issus de différents corps. Donc voilà, on a parlé du CGDD, on a parlé du CIM, on a des sous-préfets à la relance, on a aussi bien entendu des agents publics qui sont en préfecture. Et puis on a quelques fonctionnaires territoriaux qui nous rejoignent de manière de manière ponctuelle. Mais on avait envie voilà, de vous inviter à nous rejoindre, de nous présenter notre programme et de vous l'ouvrir de manière plus claire et plus officielle pour que vous nous rejoigniez, sachant qu'on veut vous rassurer sur le fait que ce n'est pas non plus un engagement trop extrême. Devenir référent, donc comme on vous l'a dit, c'est l'idée d'accompagner un porteur de projet sur quelques mois avec une disponibilité voilà, qui nous semble raisonnable. L'idée, c'est de donner plus ou moins 2 heures par mois. Et encore, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est de tisser un lien, de tisser une relation avec une structure qui répondrait à la fois à vos valeurs et sur laquelle vous verriez une coopération intéressante. C'est devenir aussi possiblement facilitateur, rejoindre le programme à cœur public. Nos innovateurs publics, comme on vous l'a dit, et voilà, ils nous ouvrent des portes, ils nous pointent des problématiques sur lesquelles on n'est pas forcément toujours au courant ou toujours à niveau. Et c'est cet échange, cette mise en réseau qui nous permet d'avancer sur des sujets locaux, mais aussi parfois de remarquer qu'il y a des problématiques communes entre différents territoires et porteurs de projets, et d'aller porter ces sujets-là auprès des décideurs publics avec lesquels French Impact est assez régulièrement en lien. Et puis, bien entendu, voilà, on donne de l'information régulière avec le rendez-vous des innovateurs publics, qui est la lettre qu'on écrit chaque mois à nos membres, que Marie-Caroline fournit avec talent. Et donc, voilà, c'est cet ensemble, ce panel qu'on souhaitait vous ouvrir aujourd'hui. Et maintenant, on va vous laisser la parole pour écouter vos réactions. Merci beaucoup Stéphanie et Catfish. Alors, on a quelques réactions dans le fil de discussion. Je vous propose qu'on commence par là. Et puis, si les uns ou les autres souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à vous signaler. Une proposition de Clotilde qui pense qu'il serait intéressant de croiser les besoins des entreprises de l'ESS avec la localisation et les compétences de nos adhérents, en ciblant effectivement les besoins et les personnes. Qu'en pensez-vous, et peut-être quel retour d'expérience des autres associations de fonctionnaires ou institutions avec lesquelles vous êtes d'ores et déjà en lien? Ce qu'on fait avec le CIM, en fait, pardon, je reprends la parole, Catfish, mais je te viendrai volontiers. C'est un des enseignements qu'on a eu par rapport à ce qu'on fait avec le cycle interministériel management de l'État. La première année, on avait vraiment proposé une liste d'associations, mais sans beaucoup travailler les correspondances d'intérêt et les appariements, comme vous avez mis dans le chat. Et la deuxième année, on a précisé les besoins du dirigeant de l'ESS. Et on a du coup pu faire un matching, entre guillemets, une correspondance beaucoup plus forte. Et donc oui, tout à fait, je pense que c'est la bonne méthode. Parce que l'appel à volontariat dans le vide, ça risque de pas forcément fonctionner. Alors que de regarder des zones, des enjeux qu'on a, nous, dans ce qu'on vous a listé, on a dit l'autonomie, la mobilité, l'économie. Voilà, là, je pense que là, on sera plus percutant. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on dit facilitateur. Là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est encore plus souple. C'est un peu… l'équivalent, ce serait presque une hotline de fonctionnaires bienveillants qui veulent faire sauter les verrous, donner une explication. Et là, par exemple, on a un sujet qui a été posé par une association culturelle et on va les contacter, quelqu'un de la DRAC Bretagne, ça va lui prendre 1 heure, voilà, ou une demi-heure, mais elle va jouer son rôle de facilitateur. Donc voilà, il y a vraiment, à chaque fois, plus on est concret, plus on est précis, plus ça fonctionne. Et il y a vraiment ces 2 leviers. Et je pense que c'est très important ce que Catfish vous a dit. Nous, ça ne mange pas l'agenda. C'est-à-dire que même devenir référent, on sait que tout le monde est occupé, surtout en ce moment. Donc, c'est vraiment une mise en place de rencontres qui est souple et qui est comestible et absorbable dans un agenda chargé. Mais vous allez voir qu'après, vous vous piquez au jeu. Je me souviens que Christophe Coudroy, l'exemple que vous donnez avec toi à moi, du coup, après, il y avait passé tout un samedi alors qu'on l'avait rien demandé. Mais il avait envie, parce que ils sont super utiles, quoi, en fait. Et tout de suite, on voit l'utilité. Voilà, c'est très concret.
Donc oui, apparemment. Stéphanie, une petite question peut-être naïve, mais vous maîtrisez bien et probablement mieux que certains de nos collègues de la territoriale les administrations d'État. Vous avez l'air de bien les connaître. Est-ce que vous connaissez aussi bien les structurations, les compétences évidemment, c'est écrit dans les textes de législatifs et réglementaires, mais dans la pratique, parfois, il y a quelques ajustements. Est-ce que c'est aussi clair pour vous ce que les territoriaux peuvent apporter, ou est-ce que ce serait utile aussi qu'on fasse cet effort de pédagogie pour vous aider à bien cibler ce sur quoi les territoriaux pourraient être vraiment des forces vives. Parce que là, je t'entends parler culture, tu sais que c'est une compétence partagée. Les drags, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. La culture, elle est très ancrée dans les territoires. Et là, on a plein de niveaux de collectivité. On a des collègues dont c'est le métier et la passion, et qui pourraient aussi, sur certains aspects, être très efficaces. Voilà. Bah, tout à fait. Alors, je pense que c'est nécessaire. On n'a pas une bonne connaissance. D'abord, on est humble parce que ça fait 2 ans qu'on a lancé ce programme, dont une année de Covid, et on a démarré par la centrale, par la fonction publique d'État. Donc, en fait, voilà, nous, forcément, les gens qu'on interroge quand on a un besoin, c'est des gens de la centrale qui nous renvoient vers éventuellement la service déconcentré. Donc, oui, avec grand plaisir pour mieux comprendre ça. Et peut-être, si pour être opérant, c'est aussi sur la base d'avoir une sorte de cours un peu magistral, mais aussi sur la base d'initiatives que nous on a identifiées et qui recherchent, entre guillemets, des parents. Oui, c'est ça. Comme ça, voilà. Et en revanche, ce qu'on a vu dans les textes, parce qu'on a quand même un petit peu potassé, on a vu la richesse qu'il pouvait y avoir en fait de métiers. Donc on est sûr qu'il y a plein d'opportunités et qui probablement peuvent être encore plus opérantes pour nos sujets. Donc c'est pour ça qu'on est content de venir ce midi. L'opérationnel, c'est un peu ce qui nous caractérise. L'opérationnalité, pardon, un peu ce qui nous caractérise de façon un peu caricaturale dans les discours en ce moment, mais dans la vraie vie, c'est absolument exact. J'avais une autre remarque que j'ai mise aussi en ligne. Il t'a pas échappé, Stéphanie, que parfois nos collègues fonctionnaires d'État eux-mêmes ne savent pas très bien ce que nous faisons. Et réciproquement, nous ne savons pas forcément toujours ce que font nos collègues dans la fonction publique d'État, avec des a priori de part et d'autre. Ce que je te proposais, mais là je vois déjà un petit peu plus loin, quand tout ça sera rodé, que ça aura fonctionné, qu'on aura plein de choses à se raconter. Mais ce que je te proposais, c'est qu'un jour, un retour d'expérience avec des hackers publics d'État et territoriaux, évidemment les entreprises de l'ESS qui en auront bénéficié, puissent se entendre, pas que se parler, mais s'entendre aussi, s'écouter en tout cas, ça serait bien pour que vous permettriez aussi de nous aider à faire ce lien qui est vraiment nécessaire. Non, mais alors, avec grand plaisir. Nous, la transversalité, tu sais que c'est quelque chose qu'on cherche à pratiquer, à mettre en œuvre. Donc, c'est vrai que là, en distanciel, c'est toujours un petit peu plus frustrant, mais c'est vraiment, si là, on lance un programme avec vous et qu'on a déjà 5, 6, 10, je ne sais pas, dans 6 mois, on peut organiser une rencontre. Hein. Et effectivement, ce qu'on a voulu aussi vous montrer, ce que Cathy disait, c'est qu'il y a également la newsletter, qui est une manière souple de regarder comment ça se passe et de pouvoir voir aussi des témoignages et de donner à voir cette diversité que, tu sais, nous portons dans nos gènes. Voilà. Merci. Est-ce que peut-être les personnes présentes souhaitent aussi poser des questions, faire des remarques? Moi, je me posais un peu une question de savoir si dans votre calendrier de mission, votre catalogue plus exactement de mission, vous aviez déjà repéré finalement des typologies d'interventions qui pourraient être mobilisées pour des fonctionnaires territoriaux, enfin sur lesquels plus exactement des fonctionnaires territoriaux pourraient se mobiliser. Est-ce que aujourd'hui vous identifiez finalement des manques dans certains domaines de compétences? Est-ce que il y a des sujets sur lesquels vous êtes plus en attente que d'autres? Il y a pas mal de projets qui, dans l'ESS, se jouent à l'échelle locale et donc ont vraiment besoin d'un accompagnement sur ne serait-ce que l'acculturation
aux dispositifs publics locaux, même à ce que sont les dispositifs publics et les politiques publiques, parce que c'est pas forcément... Voilà, quand on est dedans, on s'en rend pas forcément compte, mais tout le monde ne maîtrise pas ces choses-là, y compris voilà, dans le monde de l'ESS. Et voilà, il y a ces dimensions-là qui nous semblent très intéressantes. Beaucoup de porteurs de projets, alors dans des thématiques très différentes, nous demandent un petit peu voilà, comment approcher l'administration. Il y a parfois, ne serait-ce que la manière de dialoguer, qu'est-ce qu'on peut demander à une administration, qu'est-ce qui sera refusé, parce qu'ils ne connaissent pas aussi non plus forcément toute votre déontologie, toutes les notions de conflit d'intérêts. Et en même temps, voilà, c'est comme tout univers, il y a aussi des choses qui se font dans l'informel, mais ça, on ne le voit pas forcément. Donc vraiment, ne serait-ce que là-dessus, il y a un besoin très fort et il y a des projets qui, à partir de juste cette aide-là, peuvent se déployer beaucoup plus largement. Et donc, c'est effectivement quelque chose d'assez présent. On ne vous entend pas, Amélie. Pardon, j'avais enlevé mon micro. Oui, je disais, on en a déjà un petit peu parlé, mais effectivement, je pense que ça serait utile d'avoir des temps de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire pour nos collègues administrateurs, parce que, vous le dites, les organismes de l'ESS ne sont pas toujours bien au fait des administrations, de leur fonctionnement et de ce qu'on peut leur demander. Je pense qu'inversement, on peut avoir tous dans nos champs de compétences respectifs des liens avec certains pans de l'ESS, mais sans avoir forcément la notion de la richesse que recouvre ce champ d'activité. J'ai noté au début, Stéphanie, tu disais 10% de l'économie, c'est énorme. Donc, est-ce que vous auriez comme ça des pistes peut-être de thématiques ou de sujets abordés? Est-ce que même on pourrait imaginer de pouvoir faire intervenir des organismes de l'ESS, mutuelles ou coopératives ou autres, pour venir nous parler? Ah bah, tout à fait. Je pense que on pourrait prévoir une formule, je dirais, en aller-retour où des différents fonctionnaires territoriaux issus de voilà, différents échelons, différents types de domaines viennent témoigner, expliciter, mettre en lumière leur travail, leur mission et leur manière de fonctionner avec notamment les acteurs privés. Et inversement, on pourrait organiser une petite table ronde avec aussi une diversité d'acteurs, de porteurs de projets de l'ESS qui viennent d'univers un peu différents, qui sont potentiellement d'échelles différentes, à la fois transmettre un petit peu de théorie retransmettre de la théorie sur l'ESS et ses différents aspects, ses différentes dimensions, et puis dans le même temps avoir des cas assez concrets de structures qui opèrent dans ce monde-là. Je pense que ça pourrait être très intéressant effectivement de faire cet échange. On vous a envoyé notre catalogue de missions, peut-être un peu dans la lignée de ce que proposait Clotilde. Ça vaudrait le coup que vous, en le feuilletant, il y en a une vingtaine, vous nous disiez quelles sont les thématiques qui vous semblent, ou les domaines qui vous semblent plus particulièrement pertinents, et on pourrait organiser effectivement ce que dit Catfish, quoi, une sorte de rencontre, d'apéro Zoom, j'allais dire. Ah non, c'est d'apéro Teams, ou de café Teams. Effectivement, j'ai pu noter en regardant un petit peu, il y a des thématiques, et dans ce que vous avez présenté tout à l'heure, il y a des thématiques autour de l'insertion, autour de l'autonomie. C'est des sujets sur lesquels les collectivités sont pleinement engagées, et on a de nombreux collègues qui interviennent dans ces champs-là. Après, il y avait la limite dont on s'était déjà parlé, peut-être que ça peut être intéressant aussi de rassurer sur la question de la déontologie, justement, vous en parliez, Catfish. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, un fonctionnaire territorial qui va venir conseiller un organisme, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, il ne prend pas un risque vis-à-vis de sa déontologie? Alors sur ce sujet, je pense que vous sauriez mieux répondre que moi. Peut-être que la question, c'est justement à quelles conditions un fonctionnaire territorial peut rester dans une forme dans le respect de sa propre déontologie
il y a des questions, j'imagine, de thématiques, il y a des questions de sujets à aborder, et puis il y a peut-être aussi des questions de territorialisation. Et clairement, nous, on peut s'organiser pour que les mises en relation se fassent de la manière la plus claire, transparente et respectueuse de cette déontologie et de ces règles pour que personne prenne de risques et qu'au contraire, ce soit une expérience même nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que, en lien avec vous, si on peut trouver des moyens de valoriser ces expériences en termes d'évolution professionnelle, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, nous, on a envie de travailler à ça aussi pour que ce soit vraiment le plus épanouissant possible. Donc là aussi, on est preneur d'une discussion et de recommandations pour bien faire les choses. Peut-être effectivement, pour compléter ce que dit Catfish, il y a 3 éléments qu'on peut partager avec vous. Alors, il faut qu'on récupère dans la loi 4D tout ce qui est dit actuellement sur le mécénat de compétences de la fonction publique pour voir à quel niveau ils ont situé le curseur. Voilà, on sait que certains décideurs s'interrogent sur la pertinence de donner un cadre juridique. Nous, aujourd'hui, on a plus fonctionné donc, sur, on va dire, du bénévolat de compétences et pas du mécénat. C'est-à-dire que c'est plutôt sur du temps privé que sur du temps de travail. C'est pour ça que c'est pas non plus très lourd à mettre en place. Il y a un deuxième élément, c'est que en ce qui concerne, entre guillemets, l'universalité et l'accessibilité à l'ensemble des structures de l'ESS, nous, French Impact, on s'engage à essayer de répondre à toute structure qui nous poserait une question de l'écosystème. Je pense que ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément trouver à chaque fois un fonctionnaire qui peut devenir référent. En revanche, on essaiera de faire la passerelle. On garantira, sachant qu'on est encore dans une phase expérimentale, mais on a cette vocation à se dire ce sera une opportunité pour tous. Il n'y aura pas des happy few qui pourraient avoir accès aux services et pas les autres. On essaiera de donner des biscuits, des billes à toute personne qui nous pose des questions. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a ce volet, entre guillemets, hotline facilitateur au-delà du programme avec des référents. Et puis, un troisième point, c'est que c'est vrai que très clairement, on évite tous les sujets qui sont liés aux subventions. Voilà, ça, c'est un peu le prérequis, mais voilà, on prévient, nous, c'est là qu'on fait le tiers de confiance là-dessus aussi, c'est qu'on prévient toutes les structures qu'on va mettre de côté des questionnements sur des subventions, des appels à projets, ça, on va le gérer, nous, différemment à côté. Voilà, c'est pour compléter, mais c'est encore quelque chose qu'on est prêt, qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, quoi. Mais c'est dans l'air du temps, il y a un momentum apparemment. Et par ailleurs, il y a aussi un autre sujet qui est celui de l'expérimentation en collectivité locale. Et là aussi, on peut être un espace pour que vous puissiez partager les expérimentations. Et notamment, Stéphanie parlait du mécénat de compétences. Aujourd'hui, il y a des collectivités qui commencent à développer de l'expérimentation dans ce domaine-là, de mécénat de compétences à l'égard des associations. Je pense notamment au département de Seine-Saint-Denis qui travaille là-dessus. Mais voilà, c'est tout un champ on va dire, d'innovation publique qui s'ouvre et qui se développe aujourd'hui. Et nous, on est très intéressés par le fait de s'enrichir de ça et de potentiellement le valoriser. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'il y a un terrain de jeu possible pour les administrateurs qui est presque infini, effectivement, dans ce domaine-là. Clotilde, est-ce que tu avais d'autres éléments ou certains des collègues présents, est-ce que vous souhaitez compléter ou questionner ou apporter une proposition? On a eu l'expérience à la ATF jusqu'il y a 2 ans de partenariat, ça s'appelait le projet partenariat public-privé, où des administrateurs étaient en binôme avec un collègue d'une entreprise privée, mais pas du tout de l'ESS, plutôt plutôt dans le CAC 40 que dans le secteur de l'ESS. Et ça avait été très apprécié. Alors après, faute de porteurs, parce que y a une mobilité qui sont assez fréquentes parmi nous, le
dispositif n'a pas été poursuivi, mais je trouve que c'est une bonne occasion parce qu'on est très attaché à la diversification des parcours. Vous appelez ça, vous, enrichissement professionnel, et c'est très bien parce qu'on n'est pas obligé de changer de métier pour s'enrichir professionnellement. Et donc, j'y vois l'occasion aussi de relancer cette activité au sein de l'association. Ce que je comprends, et c'est très bien qu'il y ait eu cet échange parce que c'est bien de lire, mais c'est bien de se parler aussi. Cette méthode de bien identifier les entreprises, les enjeux, les questionnements, les besoins, et ensuite nous d'aller frapper à la porte des administrateurs territoriaux en disant on a besoin de toi. We need you. Ça marchera probablement beaucoup mieux qu'un appel collectif, parce qu'en plus des appels collectifs, Stéphanie le sait bien, parce qu'on vient d'en faire un là sur le mentorat dans le cadre du plan Talent. On en fait quand même, je ne sais pas, toutes les semaines, mais enfin, on appelle au bénévolat, au volontariat en permanence. Donc, d'aller chercher là, plus particulièrement, croiser avec ce qu'Amélie a très bien analysé, du manque de connaissances des administrateurs territoriaux de ce secteur d'activité, je pense que c'est l'essentiel. Enfin, ce sont des prérequis. Et on voit que dans tout ce que vous avez évoqué, on peut construire une feuille de route. Et pour avoir l'appui massif de l'association, et que ce ne soit pas Amélie qui ait tout ça sur ses petites épaules toute seule, on pourrait présenter cette feuille de route qu'on partagerait avec vous évidemment avant Stéphanie et Catfish, et qu'on puisse la présenter à un prochain conseil d'administration. En proposant voilà un plan d'action qui soit très particulier, bien adapté aux besoins des uns et des autres, et puis à la réalité de l'association qui est engagée sur beaucoup de sujets avec que des gens bénévoles. Donc vaut mieux qu'on fasse pas trop mais efficace et bien, et qu'on soit fier de ce qu'on fait, parce que Amélie et moi y tenons. Voilà, moi je pense qu'on pourrait reboucler comme ça. Mais je vais arrêter de parler, parce que si nos collègues qui ont écouté tout ça ont des questions, c'est vraiment le moment, même si on en créera d'autres. C'était cristallin. C'est toujours difficile de se lancer. Ce qu'on peut vous proposer de toute façon, c'est de communiquer le catalogue que vous nous avez transmis d'ores et déjà, pour d'abord susciter de l'intérêt, puis c'est parlant et c'est concret, et puis travailler effectivement avec Clotilde sur cette feuille de route, et vous inviter sur un prochain CA. Nos conseils d'administration regroupent l'ensemble de nos délégués territoriaux. Alors les délégations sont presque intégralement renouvelées, parce qu'on est dans un grand moment de vie démocratique de notre association, et donc je pense que d'ici un mois ou deux, on aura autour de la table l'ensemble des délégués régionaux qui sont fort nombreux. Donc ça nous permettra de disposer aussi de relais complémentaires, et d'ores et déjà dans l'attente, moi je vous propose de commencer à regarder sur la base du catalogue si on peut identifier des collègues qui seraient intéressés, puis qui pourraient venir nous aider aussi à porter ce partenariat. Est-ce que ça vous convient qu'on fonctionne comme ça? Parfait. Et on avait aussi évoqué Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, je sais que tu as écrit un petit mail, Amélie, mais en tout cas, nous, ça a démarré. Donc, je ne sais pas où ils en sont dans la constitution des équipes. Ça a démarré très, très bien le 23 mars dernier. Il y a d'autres initiatives là, qui vont être mises en place. Donc, pour nous, c'est toujours vraiment d'actualité. Et voilà. Donc, ce n'est pas dans le catalogue, parce que c'est plus dans le cadre de SS Relance, en PACA. Et ça, je pense que ce serait également précieux. On va refaire le lien. Je pense qu'effectivement, là aussi, c'est une équipe qui débute, mais on a quelques collègues qu'on peut peut-être cibler, comme le disait Clotilde, de manière beaucoup plus précise pour accompagner ce projet-là. J'ai un ou deux noms en tête. Catfish, Stéphanie, vous êtes d'accord pour qu'on mette en ligne la visio d'aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas pu nous rejoindre? Parce que je pense qu'il y a ce que disait Amélie en tout début, c'est que les annonces d'hier ont des impacts tout à fait notables, évidemment, aussi pour la continuité du service public et donc pour nos collègues.
qui les dirigent et doivent les organiser. Donc c'est voilà, ici, on est à peu près certain que utiliser leur pause méridienne sur des cellules de crise. C'est ça. Bien sûr. Et parce que souvent l'administration centrale d'État oublie et méconnaît le fonctionnement territorial et oublie certains personnels, effectifs, métiers, et il faut tout rattraper. C'est compliqué. Amélie connaît ça par cœur. C'est dans son secteur d'activité, c'est assez terrible. Donc voilà, si on peut diffuser la visio d'aujourd'hui, ça sera bien. Ça sera une occasion pour chacun de. Là, ils vont bientôt tous être en vacances avec leurs enfants, vacances forcées, donc ils seront contents de pouvoir écouter, de consacrer 1 heure à faire autre chose et à réécouter ce moment. Très bien, avec plaisir. Bon, si vous êtes d'accord, c'était chouette. Merci. Super. Merci beaucoup à vous. Écoutez, si on a fait le tour, je vous propose qu'on clôture. Est-ce que Stéphanie Catfish voulait nous dire les mots de la fin? À très vite, les mots de la fin. C'est voilà, je vois Aurélie, Farid, voilà, on a besoin de vous, comme l'a dit tout à l'heure. Donc le catalogue, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est le plus pertinent, mais on est convaincus qu'il y a des correspondances heureuses à faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.